Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez mieux que lundi. Lundi qui a été un lundi vraiment rouge, que ce soit sur la finance traditionnelle, que ce soit sur les cryptos, beaucoup de liquidations, mais on commence à avoir des signaux qui sont vraiment très positifs sur le court, moyen, long terme, dans lequel on a justement une véritable accumulation au niveau de Bitcoin, et ça, on va revenir ensemble dessus. Il est important de comprendre que ce type de signaux nous permettent de pouvoir évaluer la probabilité d'avoir encore un bas, donc c'est-à-dire une descente, une chute encore très forte ou non. On va regarder tout ça ensemble maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va commencer avec la première nouvelle qui va être autour de l'IMF, donc c'est-à-dire le Fonds monétaire international qui est en train de s'intéresser, et oui, encore, au Salvador. Pourquoi le Salvador? Principalement parce qu'ils ont déterminé le Bitcoin comme étant leur monnaie légale. Et ça, forcément, imaginez bien que sur le Fonds monétaire international, ça passe très très mal. Quand je dis très très mal, c'est qu'ils ont été menacés plusieurs fois, voire même tout le temps de base. Et là, ça y est, le Fonds monétaire international est en train de se pencher sur le cas du Salvador pour déterminer si oui ou non le Bitcoin est un risque et comment arriver surtout à diminuer ce vecteur de risque pour protéger les populations. En tout cas, c'est le discours légal autour de ça, mais il y a une véritable interrogation, on n'est plus dans la menace, on est dans la réflexion, mais est-ce que ça va donner vraiment quelque chose? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que la réflexion générale et mondiale autour de Bitcoin est en train de changer, mais est-ce que c'est suffisant? Suffisant pour que le Web3 principalement et la blockchain puissent être dans une adoption massive? Et il y a un article qui tourne principalement autour de l'adoption du Web3 et qu'il faut impérativement passer par le mobile. Et il donne l'exemple justement du téléphone Saga. Saga, c'est le téléphone de Solana. Alors il y a eu la première version, maintenant on est sur la deuxième version, qui a eu d'ailleurs une forme de précommande qui a été très conséquente. Mais ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est qu'on a 49% des utilisateurs qui n'utilisent que le smartphone pour avoir accès à Internet. Et ça, c'est très important, ça veut dire qu'au niveau de la population mondiale, de base, avec l'état de la blockchain, on n'utilise que 50% des individus qui peuvent interagir avec, par exemple, de la finance décentralisée ou des applications décentralisées. La blockchain peut être utilisée directement par une société qui va l'implémenter dans ses produits, par exemple, pour pouvoir suivre ses produits agroalimentaires grâce à la blockchain, c'est une chose, mais par contre, les applications décentralisées qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement ou une entité ou une société, ça, malheureusement, si on n'a pas un peu de connaissance ou un mobile qui est fait pour, on ne pourra pas l'utiliser si on n'utilise que le téléphone portable. C'est quelque chose qui est relativement compliqué à faire, et ça, il faut impérativement travailler dessus. Et ça, pour moi, ce sera vraiment le challenge du prochain bull run. Alors, pourquoi prochain bull run? Parce que je pense qu'on n'est pas encore suffisamment avancé de ce côté-là, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau de l'adhésion autour des smartphones, au niveau des sociétés qui gèrent et des DAO qui gèrent justement les différentes blockchains. Donc pour moi, il y a encore du temps de ce côté-là. Alors du temps, oui, mais maintenant, on va parler du temps au niveau du bas de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a fait une chute qui a été drastique lundi, on a cassé les 50 000, même temporairement, on est au-dessus des 56 000 maintenant, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a eu une suractivité des portefeuilles de whale. Les whales étant justement ces énormes portefeuilles qui brassent énormément d'argent et qui, généralement, déterminent une grosse partie du marché. Et on voit qu'ils n'ont jamais été autant actifs dans les 4 derniers mois que maintenant. Et oui, c'est le cas, on voit vraiment une forme d'accumulation, et il n'y a pas que justement Sentiment, qui est une société spécialisée dans la Nation Chain qui le détermine, nous avons aussi, par exemple, CryptoQuant, qui est spécialisé dans ce domaine-là aussi, qui nous confirme avec un autre indicateur, qui est le déplacement du nombre de Bitcoin sur des adresses qui sont permanentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des très très gros holders, sous-entendu, des wallets de whale ou d'institutionnels qui sont vraiment hold sur le long terme. Et on voit que c'est le cas avec plus de 400 000 BTC qui ont été déplacés sur cette chute ici drastique. Et donc ça veut dire qu'il y a une véritable réflexion principalement autour de l'utilisation de BTC et surtout sur l'achat. Il y a une accumulation. On va regarder ça dans quelques instants au niveau de BTC, mais il est important de comprendre que ça importe assez peu. Alors je vous dis oui, on a quand même des signes qui sont positifs, ça c'est un signe, on va revenir dessus. Mais on attend aussi ce qui va se passer au niveau du Nasdaq, principalement dans une forme de consolidation.
Mais on voit que le marché Nasdaq a beaucoup de mal, parce qu'on attend une prise de décision de Jérôme Powell, une prise de position même de Jérôme Powell, mais pas que ça, et oui, pas que ça, parce que principalement, on attend l'attaque de l'Iran, la réponse de l'Iran à Israël. Israël est prêt, en l'occurrence, ils sont au summum du prêt, mais on a quand même des doutes sur le moment dans lequel il va y avoir l'attaque. On pensait fortement que c'était lundi, en tout cas les informations données lundi, mardi comme des jours vraiment de lancement, mais on voit que ce n'est pas le cas, et on pense potentiellement soit aujourd'hui, soit demain, donc c'est-à-dire le 9 août, mais encore une fois, c'est une incertitude, et plus l'incertitude reste, plus justement la tension monte, plus justement la réaction risque d'être forte. Et c'est en même temps une stratégie qui a déjà fait ses preuves plusieurs fois, justement mettre en état d'alerte un pays et maintenir cet état d'alerte le plus longtemps possible avant de passer à l'action, et c'est un petit peu ce qui pourrait se passer maintenant. Dans tous les cas, les marchés traditionnels, et notamment le pétrole, attendent aussi une résolution de ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Le fait que la réaction ne se fasse pas aussi rapidement que prévu, ça veut dire que peut-être aussi il y a des discussions qui sont en cours, donc tout ça est en train de pricer, et forcément ça aura un impact sur notre Bitcoin. Et oui, on va revenir sur l'accumulation, parce que ça c'est important, mais il faut comprendre que actuellement, oui, il y a quand même un gros vecteur au niveau de la finance traditionnelle et de, justement, la géopolitique générale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, déjà, on est dans quelque chose qui est très positif. Alors oui, en août, on est dans une bougie à forte volatilité. Oui, ça c'est certain, on a toujours cette grosse accélération baissière, mais on voit qu'on a ravalé plus de 50% de la mèche. Alors certes, le mois est très loin d'être terminé, mais c'est un événement qui est suffisamment important. Surtout quand on le regarde en weekly, parce que c'est l'élément le plus important dans lequel, notamment sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui représente le futur des institutionnels, et oui, là-dessus ce n'est pas du spot, c'est du futur, donc on a un début de cotation, une fin de cotation, le début étant le lundi, la fin étant le vendredi soir, et on voit qu'entre les deux, on a un gap, et ce gap est vraiment très important, parce que justement, c'est un gap qui est mené à être bouché. Et là-dessus, ce gap est toujours présent, on va le voir tout à l'heure, on n'est pas allé l'attaquer, mais surtout, lors de l'accélération réelle de l'ouverture des futurs, où on voit qu'on a eu justement cette chute drastique sur le CME dans lequel on est allé toucher 49 300, on voit qu'on a ravalé quasiment la totalité de la journée. Et ça, c'est très important, ça sous-entend que ici, on a une véritable pression acheteuse, pour une fois, malgré le fait que majoritairement, on a un momentum qui est plutôt baissier, sur la finance traditionnelle, sur la géopolitique, je reviendrai pas dessus, sur même, pourquoi pas, tout simplement l'émotion qui en ressort actuellement, c'était le désespoir, quand qu'on cassait les 50 000, ici, c'était le véritable désespoir. Si on regardait ce qui se passait sur Twitter, c'était exactement ça, c'était vraiment la peur, et c'est exactement ce qui se passait aussi sur la finance traditionnelle, et on sait très bien que ce sont des moments qui sont plutôt intéressants pour pouvoir acheter. Et oui, parce que, je vous le rappelle, on n'est pas les seuls à penser ça, ceux qui ont l'habitude de ressentir ça, ceux qui ont l'habitude de pouvoir gérer ces émotions, et qui comprennent qu'en effet, il faut toujours se positionner quand il y a une peur extrême, c'est le cas aussi des holders long terme, des whales, qui ont été présents justement sur ce marché, et c'est plutôt quelque chose qui est positif sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est dans une accumulation. Encore une fois, il va falloir prendre du temps, et oui, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Si on a une accumulation, ça ne veut pas dire qu'on va partir tout de suite à la hausse, ça veut simplement dire qu'on a un positionnement de prix qui est suffisamment intéressant pour que les whales, et ceux qui sont là sur le long terme, recommencent à accumuler. Donc ça sous-entend que nous sommes dans une zone qui potentiellement peut être le bas temporaire. Ça veut dire qu'on arrêterait de chuter, si on reprend le weekly ici, qu'on se poserait ici dans une phase d'accumulation, donc c'est-à-dire qu'on pourrait osciller de cette façon-là, pour ensuite réaccélérer, voire même refaire ici un high pour aller retester une partie basse ici pour repartir. Mais en l'occurrence, nous sommes ici dans une fin de phase d'accumulation qui est en même temps logique. Je vous avais parlé de la notion de temporalité, quelque chose que l'on avait vu, principalement si on reprend en monthly, ici, cette accumulation-là, cette réaccumulation-là qui était bien présente. Suite à la chute de SVB, on a eu une chute ici, réaccélération, et ensuite temporisation qui avait duré 160 jours. 160 jours, c'est long, mais en même temps, c'est relativement court. Encore une fois, on joue des cycles de 4 ans. 4 ans, 160 jours, c'est peu. Et là, on est à 153 jours.
Encore une fois, on se dirige vers une notion de temporalité qui nous dirigerait vers mi-août, voire même pourquoi pas septembre, voire même pourquoi pas fin septembre. Encore une fois, on n'est pas pressé, l'important c'est de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre qu'il y a des acteurs qui sont en train d'acheter ce qui se passe au niveau de BTC, qui sont en train de se positionner sur certains altcoins maintenant, parce que justement, ce sont des zones de rechargement qui sont suffisamment intéressantes pour pouvoir aller se positionner ou se repositionner. Encore une fois, c'est quelque chose qui est important et qui est sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement recasser plus bas, qu'on ne peut pas aller retester les 50 000, voire même pourquoi pas les 48 000. Ce n'est pas la question, et d'aller chercher l'équité là pour moi, c'est suffisant, mais on pourrait très bien aller retester la partie basse. Et ça, ce n'est pas gênant à partir du moment où on comprend que ce sont encore une fois des opportunités, parce que ce sont les éléments les plus importants. Court terme, et ça c'est très important, c'est quand on voit justement cette hyper accélération que l'on voit là, on voit qu'on se rapproche du gap CME, mais qu'on a beaucoup de mal. Dès qu'on se rapproche du gap CME, on est rejeté, et là on a un début, je pense, de consolidation. On va voir si on arrive à casser justement les 58 000 idéalement, consolider au-dessus des 58 000. Si on consolide au-dessus, ça sous-entend qu'on va aller justement chercher les 60-62 000. Et donc combler ce gap. Et là, sur les 62 000, c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. Soit on est rejeté très fortement et on consolide en dessous des 60 000, là ce sera vraiment pas positif, c'est-à-dire qu'on ira chercher les 50 000 pour retester, soit on arrive à consolider au-dessus des 62 500, et donc là ce sera très positif, c'est-à-dire que potentiellement on ira retester les 70 000 par la suite. Donc là ce sont les deux scénarios pour moi qui se jouent, et encore une fois, il faut laisser le temps. On est encore une fois, dans une finance traditionnelle qui est compliquée, on est dans une géopolitique qui est compliquée, et le meilleur à faire quand on a une chute comme ça, c'est de temporiser, de consolider. Plus on consolide dans cette phase-là, plus justement on aura la possibilité de repartir. Par contre, plus on consolide de cette façon-là, avec quelque chose qui va céder comme ça, plus on a la possibilité d'avoir une chute drastique, très forte justement, suite à la prise de liquidité du comblement du CME, voire potentiellement la prise de liquidité de ce top qui est bien présent là. D'ailleurs, petite information, en commentaire en description, vous allez trouver un lien pour récupérer quasiment gratuitement une formation autour du trading que j'ai faite moi directement, dans lequel vous avez tout sur l'analyse technique, la psychologie, et justement la partie trading pure, elle est quasiment gratuite, elle est faite avec notre partenaire XTB. Si ça vous intéresse, en commentaire en description, vous pouvez vous la faire financer à 100%, encore une fois. Tout est en commentaire et en description si jamais ça vous intéresse et que l'analyse technique et le trading vous intéressent. Et c'est tant pour les débutants que les confirmés, vous aurez vraiment beaucoup d'informations. Autre chose, au niveau du BTC, on continue à avancer, on voit que la dominance est toujours dans une hyper accélération, on prend un petit peu de recul dessus, et on voit bien que depuis août 2023, on a justement cette zone d'accélération au niveau de Bitcoin, de la dominance de Bitcoin. Ça veut dire qu'on a quand même bien un biais très fort sur le fait que Bitcoin prend la dominance générale par rapport aux altcoins, par rapport à Ethereum, et c'est principalement dû à l'engouement que l'on retrouve au niveau de BTC, ça c'est sûr et certain. On sait très bien que dans les cycles, c'est toujours Bitcoin qui mène la danse, ça c'est une réalité, mais l'autre réalité, c'est que on a ici l'ETF spot Bitcoin qui est bien présent, dans lequel on a eu quand même plus de 16 milliards de dollars qui ont été injectés, mais aussi ça sous-entend qu'on est dépendant. Dépendant de ce qui se passe sur les ETF spot Bitcoin, dans le sens où on peut avoir des sorties d'argent qui sont conséquentes. Et c'est quelque chose qu'on a vu justement le 2 août avec 237 millions de dollars qui sont sortis, le 5 août avec 168, le 6 août avec 148, ce qui explique aussi que parfois on peut avoir une complexité à pouvoir repartir à la hausse, malgré les différents achats de whale, parce que justement, on a ici une pression baissière qui peut être présente par les institutionnels qui sont drivés partiellement aussi par la géopolitique et la géoéconomique, et donc forcément la finance traditionnelle. Mais malgré tout ça, encore une fois, nous sommes dans une zone qui est excessivement intéressante. Nous sommes dans une zone dans laquelle, si jamais on a une stratégie de réaccumulation, nous sommes dans cette zone de réaccumulation. 57 000, oui, on peut aller chercher plus haut jusqu'à 62 000, 62 500, et oui, on peut aller chercher plus bas jusqu'à 48 000. Mais encore une fois, c'est une zone assez large, mais c'est une zone qui permet de pouvoir réaccumuler. Ce sont des zones que l'on a déjà connues, encore une fois. On va, hop, ici, reculer un petit peu dans le temps. On voit bien cette zone d'avril 2023 jusqu'à la rupture ici d'octobre 2023, et oui, ça a duré très longtemps, ou les zones d'accumulation que l'on a connues malgré le crash de FTB, de juin 2022 à la rupture qu'on a connue en janvier 2023. Et oui, encore une fois, nous sommes dans ces périodes-là, dans ces périodes de consolidation,
que l'on retrouve vraiment aussi d'un point de vue psychologique, où on est dans la peur extrême, où les personnes nous disent que le bull run n'arrivera pas, que nous rentrons en bear market, que c'est retour radical, que c'est retour en dessous des 20 000, donc on est bien dans un phénomène de peur, et ça c'est positif, encore une fois on n'oublie pas, on cherche la peur pour pouvoir se positionner, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.